23 heures sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les temps forts de l'actualité. Rencontre de haut niveau au palais présidentiel. Ce mardi, le président Alassane Ouattara a reçu la secrétaire générale de la francophonie, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'organisation internationale au cœur de ces échanges. Innovation dans l'économie, un clic, un virement, la BCEAO déploie son système de paiement instantané dans toute la zone UEMOA. Moins de délais, moins de frais, plus d'inclusion. Une révolution annoncée pour le mobile money. Focus sur les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale. Entre sourire, défi, espoir, leurs histoires nous ouvrent les yeux sur leur quotidien. Un reportage qui permet de découvrir leur résilience et les initiatives mises en place pour améliorer leur cadre de vie. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Coopération, francophonie et grands enjeux internationaux au menu de cette rencontre ce mardi entre le président Alassane Ouattara et la secrétaire générale de la francophonie. Les échanges se sont tenus du côté du palais présidentiel dans la commune du Plateau. Mahama Traoré. Depuis son adhésion en 1970, la Côte d'Ivoire œuvre au sein de l'Organisation internationale de la francophonie OIF à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle, de la démocratie, des droits de l'homme et du développement durable. Un partenariat que l'organisation entend renforcer. Le sujet a d'ailleurs été largement évoqué ce mardi lors de l'entretien qu'a accordé le président Alassane Ouattara à la secrétaire générale de cette institution. Comme toujours, nous échangeons sur la collaboration entre l'OIF et la Côte d'Ivoire, un grand pays de l'espace francophone et un pays pilier dans cette sous-région. Et puis, nous avons également passé en revue la géopolitique actuelle. Je suis arrivée à Abidjan de New York où j'ai participé à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, ça nous a aussi permis de parler un petit peu du continent et de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Louise Mouchikiwabo est à Abidjan dans le cadre de la 13e édition du Forum économique CGEC Academy, un forum où elle a partagé la vision de la francophonie en matière d'entrepreneuriat des jeunes et de souveraineté économique. Bonne nouvelle pour l'économie ivoirienne, les indicateurs sont positifs et de nouveaux appuis financiers se profilent. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le vice-président Thiemo Komele Koné et une délégation du Fonds monétaire international. Mahama Traoré nous en parle. Ce sont de bonnes nouvelles que la délégation du Fonds monétaire international, FMI, est venue annoncer au vice-président de la République. Après 2 semaines d'évaluation du programme économique et financier, l'institution de Bretton Woods dresse un satisfecit qui vaut à la Côte d'Ivoire de bénéficier de nouveaux appuis financiers. Après cette revue et l'approbation de cette revue par le conseil d'administration du Fonds monétaire, un décaissement d'environ 841 millions de dollars EU sera déclenché. En attendant le décaissement des sommes annoncées, le FMI donne son avis sur la situation globale de l'économie ivoirienne, une économie que la mission juge résiliente. Depuis le début du programme du gouvernement en 2023, les fondamentaux économiques de la Côte d'Ivoire se sont améliorés d'une manière significative. Les déséquilibres macroéconomiques se sont largement réduits. L'inflation s'est décélérée à une moyenne d'environ 1% cette année. Le déficit budgétaire s'est réduit de moitié et atteindra 3% du PIB cette année, en ligne avec le plafond UEMOA. Et le compte courant s'est aussi amélioré. Le déficit pour 2025 est estimé à 1,6% du PIB par rapport à plus de 8% du PIB au début du programme il y a quelques années. Avec ces indicateurs au vert, le gouvernement entend accélérer sa politique de redistribution de richesses tirée de la croissance économique,
chose qui devrait se traduire par la réalisation d'actions visant à améliorer les conditions de vie des populations. Et pour renforcer l'investissement, le chef du gouvernement ivoirien se tourne vers un partenaire stratégique, la Société financière internationale. Robert Begré-Mambé s'est entretenu avec le vice-président secteur Afrique de l'organisme. Ensemble, ils ont évoqué des projets dans plusieurs domaines, à savoir l'agriculture, le tourisme et l'énergie. Les détails avec Franck Quadio. C'est un partenaire important de la Côte d'Ivoire reçu par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, le vice-président Afrique de la Société financière internationale. Avec le chef du gouvernement explore les questions d'investissement stratégique. La stratégie qu'on a pour la SFI, qu'on appelle la stratégie 2030, qui s'aligne sur la création d'emplois, basée sur des piliers comme l'agriculture et les chaînes de valeur de logement, le tourisme, l'énergie. Et en fait, on a trouvé que notre stratégie s'aligne quasi parfaitement avec le PN2. Donc là, il s'agit de travailler ensemble, d'approfondir ce qu'on est en train de faire dans le pays. L'année dernière, on a investi $1 milliard en Côte d'Ivoire. On a un portefeuille de 750 millions et on a un pipeline d'un autre milliard. Mais c'est pas suffisant, il faut continuer à travailler. Donc ça, c'était l'occasion de parler de ce qui est nécessaire, des priorités du pays, la stratégie qu'on a et l'alignement des deux. Éthiopie. Tafara, avant la primature, a multiplié les séances de travail. À l'agenda du vice-président de la SFI, rencontre avec Kaba Nialé, gouverneur pour la Côte d'Ivoire du groupe de la Banque mondiale. Clap de fin pour la 13e édition de la CGC Academy à Abidjan. Cette année, les travaux ont porté sur la création de chaînes de valeur locales et l'accélération de l'industrialisation. La cérémonie de clôture a enregistré la participation de nombreuses personnalités ivoiriennes, parmi elles le président de l'Assemblée nationale et le ministre du Commerce. Vous pourrez suivre le reportage sur la clôture de ce grand événement dans nos prochaines éditions. Avez-vous entendu parler du paiement instantané? La BCEAO vient de lancer ce système innovant qui couvre tous les pays de l'UEMOA. Moins de délais, moins de frais et plus d'inclusion financière. Ce dispositif promet de booster le mobile money. Le reportage est signé Lanciné Bakayoko. Avec la plateforme interopérable du système de paiement instantané PSP, mise en route par la BCEAO, les virements interbancaires se feront désormais immédiatement au sein de la zone UEMOA. Sur le plan économique, la plateforme interopérable du système de paiement instantané devrait réduire les coûts des transactions et fluidifier les échanges. Surtout que les commerçants, les PME et même les acteurs du secteur informel disposeront des moyens de paiement instantané, sécurisés et moins coûteux, stimulant ainsi leurs activités. Sur le plan social, a affirmé le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Brou, la plateforme renforcera l'inclusion financière. En favorisant les paiements électroniques du quotidien, il s'agit en effet de canaliser la dépendance au numéraire et de bâtir une économie plus traçable et plus favorable à la modernisation fiscale. L'autre enjeu étant de minimiser la place du cash dans les transactions. Dans l'UEMOA, le taux de bancarisation reste encore limité, autour de 23%. Pendant que la finance s'accélère, le Nord se positionne comme terre d'opportunités. À Korogo s'est tenue la première édition du forum Invest in District Autonome des Savanes, une initiative du CPC. Objectif, présenter les nombreuses opportunités d'affaires dans cette belle ville de la Côte d'Ivoire. Siekwasi. Le district autonome des Savanes regorge d'énormes potentialités socio-économiques et touristiques. Autant de valeurs présentées au cours de ce premier forum Invest in District autonome des Savanes. Le CPC, c'est l'agence de promotion des investissements. Donc notre mission, c'est aussi de donner de la visibilité à nos régions. Ce n'est pas toujours d'aller à l'étranger, ce n'est pas toujours de mettre de la lumière sur les forums étrangers, mais c'est aussi de mettre la lumière sur nos régions. Ce forum pour attirer les investisseurs, pour leur montrer les opportunités d'affaires qu'il y a ici et faire en sorte qu'ils viennent massivement pour investir dans notre
district. Premier coup d'essai pour les promoteurs de ce forum, déjà de belles perspectives pour les 3 régions, le Poro, le Tchologo et la Bagoué. Le sujet important, c'est de savoir qu'on va développer des choses ici, des projets industriels en lien, mais on verra le temps que ça prendra, on verra avec qui on le fait. Et l'idée, c'était d'en parler. Aujourd'hui, la balle est dans le camp des investisseurs. Donc nous les appelons à venir saisir leur part dans toutes les opportunités d'affaires qu'il y a dans la région. Le forum Invest in District Autonome des Savanes, une vision au plus haut niveau du président de la République, Alassane Ouattara. On a parlé d'énergie, on a parlé d'agriculture, on a parlé de beaucoup d'autres choses, de spéculations qui sont disponibles à développer ici. Donc le district recèle de potentiel énorme. Je pense que le premier atout du district, c'est d'abord la qualité de ces hommes, des populations travailleuses. Et ce qu'on a vu est très encourageant. Et je suis certain que nous aurons des lendemains enchanteurs en termes de développement. Lors de la visite des stands, un fait marquant, la production artisanale du fer, principal pourvoyeur de matériel agricole aux paysans pour le travail de la terre. Un travail qui fait aujourd'hui du district autonome des Savanes le principal moteur de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. De l'économie au numérique, place maintenant aux innovations. L'intelligence artificielle est au centre des grands travaux du CESEC. La deuxième session ordinaire explore les enjeux et opportunités de cette technologie. Malika Koulibaly. Créer un cadre d'échange pour mettre en lumière les nombreux bénéfices de l'intelligence artificielle déjà visibles dans notre quotidien. Diagnostic médical précoce, optimisation des transports, amélioration de la productivité des entreprises ou encore accès simplifié à l'information. Autant d'exemples qui démontrent l'impact de cette technologie, une initiative du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC qui suscite l'intérêt. Nous avons été face à une assemblée hyperactive qui se préoccupait de l'avenir des citoyens et de l'impact que l'IA pourrait avoir sur nos communautés. Et pour ce faire, nous avons présenté des opportunités. Nous avons aussi présenté les menaces et voies qu'il fallait prendre pour éviter que cette menace ne soit réalisée. Ce cadre de réflexion stratégique se veut un levier pour des politiques publiques modernes en phase avec les enjeux actuels. Une démarche portée par le président du CESEC, Eugène Akaouele, déterminé à contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel à travers l'intelligence artificielle. En tant que chambre consultative qui se donne pour ambition par l'analyse, les échanges et la formulation d'avis éclairés, de contribuer aux décisions publiques, nous avons le devoir de porter nos recommandations à l'exécutif dans la définition d'une stratégie nationale d'intégration de l'intelligence artificielle dans la politique de développement. Placé sous le thème « Intelligence artificielle, menace ou opportunité pour le développement », cette session s'est conclue sur une conviction forte. L'intelligence artificielle peut être un puissant moteur de progrès à condition que l'innovation respecte l'éthique, la souveraineté nationale et l'équité sociale. Et pendant que les experts débattent de l'avenir numérique, d'autres se battent pour un quotidien meilleur. C'est une leçon de courage qu'on vous invite à suivre dans la capitale abidjanaise. Des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale affrontent chaque jour les défis du handicap. Soutenus par leur famille, ils avancent avec espoir et détermination. Un regard sensible sur leur quotidien, signé Loseni Cissé. Dans les rues animées du quartier Sidessi à Yopougon, au milieu du bruit des commerçants de rue et des enfants qui jouent, se cache une histoire, celle d'une petite fille dont le courage force l'admiration. Âgée de 9 ans, on l'appellera Sarah Sakina. Elle est victime d'infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance. Après la naissance, on a remarqué qu'elle n'était pas mobile comme tous les autres enfants. Elle avait carrément une paralysie totale de tout le corps. Et on a commencé la rééducation, au départ par les pieds,
en clinique, poser les plâtres pour redresser un peu les pieds. Et puis après, à 9 mois, on est parti à Beaunois. On a commencé les examens, ainsi de suite, les soins. Et depuis là, on est dans la rééducation. Jusqu'à aujourd'hui, elle a 9 ans. Pourtant, chaque jour, grâce au soutien de ses parents, elle continue d'apprendre. Son handicap n'a pas éteint son esprit, bien au contraire. Sarah récite par cœur des sourates du Coran, montrant simplement que la foi peut dépasser les limites du corps. Entre deux éclats de rire avec ses camarades, la fillette reste pleine d'ambition. Je veux faire pâtisserie dans le magasin de ma maman. À quelques kilomètres, au quartier millionnaire, une autre voix s'élève. Celle de Marcel Baou, présidente de l'ONG Cœur de Maman, Amour d'enfant. Mère d'un enfant atteint d'IMC, elle a transformé sa douleur en un combat collectif. Le monde de communication, le monde de connaissance sur l'infirmité motrice cérébrale induit beaucoup de choses. Il y a 2 ans en arrière, nous avons payé les séances de rééducation sur 3 mois et nous avons eu 2 enfants qui ont marché, qui étaient carrément couchés. Vous voyez que simplement en 3 mois de rééducation, 2 enfants qui se mettent à marcher, ça veut dire que les enfants pouvaient marcher depuis longtemps, mais parce que les parents n'avaient ni les moyens, ni la communication de la prise en charge, ils étaient à la maison d'enfants couchés. Avec des séances rapides, les enfants sont plus sauvés. C'est notre miracle à nous. Le docteur Kofi Guy Romaric, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et médecin en rééducation fonctionnelle, apporte un éclairage. C'est une affection neurologique qui survient chez l'enfant. Très souvent, c'est sur un cerveau qui est en développement. La lésion peut apparaître avant l'accouchement, pendant l'accouchement ou juste après l'accouchement. Comment ça se manifeste? Très souvent, ça se manifeste par un retard psychomoteur. Donc, on a un enfant qui va se retrouver en situation de handicap. Il est différent des enfants ordinaires. Il ne marche pas à l'âge où il doit marcher, il ne s'assoit pas à l'âge où il doit s'asseoir. Le langage n'est pas développé correctement. Donc, c'est ce qui très souvent alerte les parents. Ce n'est pas une affection qui est curable. Donc, si on peut l'éviter, c'est ça l'idéal. Et comment on fait pour éviter ça? Eh bien, c'est le suivi correct des grossesses. Donc, c'est vraiment exhorter les populations, les parents qui sont en attente d'un enfant, une femme qui est enceinte, à faire correctement ses consultations prénatales, à faire le suivi correct de sa grossesse dans un hôpital par un gynécologue et par une sage-femme. À l'image de Sarah et de Boya, d'autres enfants atteints d'IMC n'attendent qu'une chose, qu'on leur tende la main. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas encore de chiffres précis et récents sur l'infirmité motrice cérébrale, IMC. Mais plusieurs ONG, avec l'appui de ministères concernés, travaillent à améliorer la vie de ces enfants. Et dans ce même esprit de cohésion, les griots ivoiriens rappellent leur rôle de médiateurs sociaux au son des koras et des balafons. Du côté du Palais de la Culture de Treichville, ils ont célébré la paix et c'était en présence de la présidente du Sénat, Kandia Camara. Nonsongari. Au rythme des sonorités mandingues, les griots ont choisi de donner de la voix en cette période électorale. Réunis au sein du Conseil supérieur des griots de Côte d'Ivoire, ils se sont donné rendez-vous au Palais de la Culture pour une journée de paix. À partir de cette journée, nous allons continuer de porte en porte, de ville en ville, à s'aimer la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Une journée marquée par une conférence. Héritier d'une tradition séculaire, selon le conférencier, les griots sont les mémoires de la société et les porteurs de la parole. Dans la culture mandingue, leur rôle dépasse l'art. Ils sont des médiateurs sociaux, capables d'apaiser les tensions et de renforcer la cohésion. Tous les conflits naissent dans l'esprit des hommes. Il n'y a qu'un seul élément qui va nous permettre de toucher cet esprit-là. Elle ne peut être excitée volontairement, positivement, que par la parole. Je veux parler de la bonne parole. Or, les griots maîtrisent cette bonne parole. Ils savent s'exprimer, ils savent quand il faut s'exprimer, où il faut s'exprimer et surtout comment il faut s'exprimer. Cette initiative qui place le griot au service de la paix et de la stabilité bénéficie du soutien de plusieurs personnalités. Nous sommes d'accord avec vous parce que nous vous soutenons.
Nous soutenons cette initiative. Nous soutenons votre action de travailler pour que la paix soit préservée en Côte d'Ivoire pour toujours. En s'appuyant sur leur héritage séculaire, les griots entendent ainsi rappeler qu'au-delà des élections, la paix et la cohésion sociale demeurent le socle de toute nation. La présidentielle d'octobre 2025 approche et les formations politiques s'activent. Du côté du RHDP, un séminaire de 3 jours a été lancé à l'endroit des responsables de campagne. L'objectif, renforcer leurs compétences afin de mieux convaincre les électeurs. Konaté Moussa. Scrutin présidentiel du 25 octobre, le RHDP forme ses hommes. Les responsables locaux et autres cadres du parti sont en séminaire. Le secrétaire exécutif situe les enjeux. Ce séminaire donc vise à renforcer nos capacités collectives, à harmoniser nos messages et à doter chaque responsable d'outils efficaces pour conduire dans sa zone une campagne organisée. Technique de gestion de la campagne, les éléments de langage, tenir le bon discours de la mobilisation, ce sont des modules sur lesquels les participants sont formés. Le parti voudrait que nous allions en rang serré, avec des éléments de langage uniformes. Il faut que nous soyons armés pour pouvoir convaincre, n'est-ce pas, les populations. Cette formation, elle est importante parce qu'elle nous permet d'avoir les outils nécessaires pour aller vers nos militants de base, mais aussi ceux qui sont indécis et puis ceux des autres partis qui n'ont pas de candidat cette année. Quand on regarde le thème de ce séminaire, je pense que c'est un besoin pour nous militants. Cela nous donnera des armes pour affronter le terrain, pour parler à nos militants. Bien formés avant d'affronter le terrain, à 10 jours de l'ouverture officielle de la campagne présidentielle, la Direction nationale de campagne invite l'ensemble des acteurs à adopter les meilleures pratiques à l'issue de la formation. Au sortir de ce séminaire, je veux que chaque responsable, à quelque niveau qu'il se situe, soit un acteur pleinement opérationnel. Je vous invite à faire de cette campagne une campagne responsable et digne de notre parti. Démarré ce mardi 30 septembre, le séminaire de formation des animateurs de la campagne du RHDP prendra fin le 1er octobre. Toujours en politique, c'est l'annonce qui a été faite ce mardi. Les souverainistes de Côte d'Ivoire se rangent derrière Awa Dombello. Le mouvement a officiellement apporté son soutien à sa candidature pour la présidentielle d'octobre prochain. Nous sommes garés. Un nouvel appui pour Awa Dombello dans la course à la présidentielle. Le mouvement des souverainistes de Côte d'Ivoire, réuni autour de la vision de l'ancien vice-président du PPACI, annonce officiellement son soutien. Pourquoi le souverainiste de Côte d'Ivoire? Le souverainiste de Côte d'Ivoire parce que nous pensons qu'il nous faut aller au développement, aller à la situation que chaque Ivoirien puisse se prendre en charge. Et on ne peut pas se prendre en charge si on n'a pas la fibre souverainiste. Et celui qui incarne justement cet esprit, ce développement-là, se trouve être Dr Awa Dombello, qui est le leader souverainiste en Côte d'Ivoire. Heureux, Awa Dombello, candidat déclaré à la présidentielle, n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux membres du dit mouvement, tout en les invitant à investir le terrain. Et donc ceux qui se sont réunis ici ont choisi le nom de leur mouvement, qui est le mouvement souverainiste. Et donc, mon devoir, c'était d'expliquer ce que c'est que la souveraineté pour que chacun puisse être l'avocat de la souveraineté dans les plus petits coins de la Côte d'Ivoire, dans les plus petits villages et dans les plus petits hameaux. Il est important qu'on fédère toutes ces organisations-là pour qu'on puisse constituer une véritable équipe nationale. Avec ce soutien, Awa Dombello compte élargir sa base et peser davantage dans la compétition électorale à venir. Du côté de San Pedro, la police nationale a mis hors d'état de nuire un présumé assassin. L'homme a été interpellé soupçonné de 2 meurtres à Vavois et à Méagui. Lors de son arrestation, les crânes de ses victimes ont été saisis. Il a été remis au parquet pour la suite de cette enquête. Le récit de notre correspondant Sam Conan. Les éléments du service régional de la police judiciaire de San Pedro de retour des missions avec un présumé assassin. Un présumé assassin pas comme les autres. Le sué palaissier, lui, après avoir tué ses victimes, les décapite avant de consommer une bonne partie de leur chair.
Le maïs, lui vient la tête. Pas de tête. Cou là. Ici comme ça. Ce présumé cannibale a été appréhendé à Miyagi par les éléments du chef des services régional de la police judiciaire. Retour sur les faits. Il dit à cette date du 23 juin, il a rencontré le défunt Hachi Assi Gira sur un sentier et une dispute s'est engagée. À la suite de la dispute, il aurait pris le dessus sur ce dernier et après l'avoir terrassé, il lui aurait tranché la tête. Et c'est le téléphone de la victime qui va trahir son présumé assassin, puisqu'il l'a emporté avec lui. Donc, la première interpellation, c'est lui qui a reçu le dernier appel du numéro du défunt. Et interrogé, il nous dit avoir reçu l'appel de ce numéro-là de M. Palais. Suite à une perquisition, 2 crânes humains et des armes blanches sont retrouvés chez le mis en cause. Et il arrive à faire le distinguo entre les 2 crânes. Tel crâne est celui de Vavois, tel autre est celui de Hachi. Le présumé assassin sera mis à la disposition du parquet pour répondre de ses actes. Dans l'actualité sportive, c'est une qualification historique. Les Éléphantos U17 se sont imposés 2-1 face au Burkina Faso au stade Charles Colombani. Cette victoire les propulse en finale de la zone UFOAB et leur garantit une place à la CAN U17. Reportage Moyabi Diabaté. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour la phase finale de la CAN U17. Les Éléphantos ont obtenu le ticket devant le Burkina Faso. Pourtant, les choses n'ont pas été faciles pour les Éléphantos lors de cette demi-finale. Dès la 30e minute, le Burkina Faso prend l'avantage. D'un lob astucieux, Alidou Diakité trompe le portier ivoirien. Mais les Éléphantos ont su réagir. Sur cette puissante frappe, Soualiou Bamba avertit Siro Traoré. Juste avant la pause, Souleymane Thio remet les 2 équipes à égalité grâce à une action individuelle. 1-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les étalons décident de presser haut. Une stratégie qui se retourne contre eux. D'un geste technique, Malo permet à Bemba Doumbia de donner l'avantage aux Ivoiriens à la 52e minute. La Côte d'Ivoire tient le score jusqu'au coup de sifflet final. Bravo aux garçons qui ont cru, qui ont accepté le projet, qui se sont battus pour l'honneur et la gloire de la nation. Cette victoire, c'est la victoire des garçons. Ils se sont vraiment donnés corps et âme. Ils se sont sacrifiés pour obtenir cette victoire, pour faire plaisir à la nation. Et la deuxième chose, grand merci aux supporters qui se sont déplacés. Ce sont eux, l'âme, le supplément d'âme, ce 12e homme qui a porté très haut les garçons, qui les ont motivés et pour les envoyer à cette victoire. Ils affronteront en finale le vainqueur du choc Nigeria-Ghana, prévu vendredi au stade Charles Colombani. À présent, faisons un tour à l'international avec l'actu en bref réalisé par Grace Abigail Quadio et Sidonie Davila. En RDC, l'ancien président Joseph Kabila a été condamné à mort ce mardi par la Haute Cour militaire de Kinshasa. Il est poursuivi notamment pour crimes de guerre et trahison. Un verdict rendu en son absence. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a annoncé le renvoi de tout son gouvernement après plusieurs jours de manifestations meurtrières qui ont fait au moins 22 morts selon l'ONU. À Gaza, la Maison-Blanche propose un plan de paix en 20 points pour mettre fin à la guerre. Le Hamas continue de l'examiner, mais de nombreux obstacles restent à surmonter. Voilà, c'est ici qu'on referme ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toutes nos éditions sur RTI Play et sur RTI Info. Moi, je vous retrouve demain 1er octobre à 23h. D'ici là, portez-vous bien.